Mais il faut se doter de cette vision et d'une vision un peu à deux vitesses, parce que c'est une technologie aussi qui va finalement très très vite, avec de l'apport de valeur très rapide pour montrer la valeur, embarquer dans l'entreprise, et du long terme pour construire la vision et puis pas s'arrêter au milieu du chemin, parce que sinon tu perds tout. Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Résilients, un épisode spécial des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, produit par Splunk by Cisco, spécial parce que vous le voyez, nous sommes en vidéo avec Audrey Williard qui est toujours Senior Content Marketing Manager chez Splunk by Cisco. Salut Audrey. Salut, et toujours avec Bertrand, le nôtre, tu es un peu mon compère sur ce podcast. On peut le dire, ça fait la 3e saison qu'on attaque ensemble sur ce podcast, et donc numéro spécial avec un mode vidéo. C'est pas la première fois, hein. Si vous nous suivez depuis quelques années, on avait déjà été dans ce studio pour un épisode spécial avec Marc-Antoine Ledieu, que je vous invite à aller voir, et c'était pour lancer un événement, c'était le FIC, le Forum in Cyber. Cette fois-ci, cet épisode spécial vient soutenir une étude commanditée par Splunk sur la gestion des données et l'IA. Parce qu'on va parler beaucoup de données, donc une formule vidéo assez différente. Alors, dans les Résilients, dans cette formule vidéo, il y a peut-être un peu plus d'interactivité que dans la version audio, avec des moments ludiques que tu vas proposer, Audrey. Il y aura donc du vrai ou faux, il y aura des questions à la façon Fast and Curious ou à la façon Burger Quiz. Notre invité découvre en même temps que je lui dis ce qui va lui arriver. Et puis des photos qui seront à commenter. Et notre invité, c'est Mick Lévy. Salut Mick. Salut, merci de m'avoir invité. Je commence un peu à flipper parce qu'on avait préparé quelques éléments de quoi on allait parler au moins. Surprise, et puis d'un coup, là, il y a des chroniques, il y a des surprises. Ah bon, ok, je suis prêt. Bon, en quelques mots, Mick, tu es donc une figure de l'IA, de la data en France. On te doit un livre dont on va parler. Tu es animateur du podcast Trench Tech sur l'éthique dans la tech. De façon très globale, on en reparlera. Et puis, il y a ce livre aussi. Oui, on a pensé à toi pour venir commenter notre étude sur l'IA et la data, parce que tu avais sorti il y a quelques années un livre qui était « Sortez vos données du frigo ». On en reparlera sans doute un peu plus tard dans l'émission, mais tu nous semblais être une personne idéale pour venir commenter cette étude. C'est chouette. Merci d'avoir pensé à moi. Il y a une légende aussi sur Mick, je crois, non ? Oui, apparemment. Alors ça, on a trouvé ça sur ton site internet. Tu aurais de la data qui coule dans tes veines. C'est ça, au lieu du sang. Pas du sang. Comme nous autres humains. C'est un pote qui m'avait dit ça. À force de lui en parler, parce que c'est une vraie passion. Moi, c'est 25 ans que je suis dans le domaine. À force d'en parler, il m'a dit, mais toi, c'est pas du sang, c'est de la data qui coule dans tes veines. C'est ça son super pouvoir. On va te demander plus tard. C'est peut-être celui-là mon super pouvoir. Il se perfuse avec des zéros et des 1. C'est assez différent. C'est un peu flippant, mais ça fait plus de 20 ans que tu travailles dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça date pas d'avant-hier. C'est quelque chose de beaucoup plus vieux. Tu es aujourd'hui directeur stratégie et innovation chez Orange Business. Ouais. Alors, ex-OBS, pour ceux qui auraient oublié qu'il y avait un changement, tu accompagnes les organisations de tous les secteurs d'activité, d'une certaine façon, dans leur stratégie, dans leurs projets de transformation, data, IA. C'est à peu près ça l'histoire. Et tu as un mantra qui est qu'on peut créer de la valeur par une exploitation intensive, mais responsable, ou responsable des données et donc de l'IA. C'est exactement ça. Alors, j'ai énormément de chance. J'arrive à rencontrer chaque année une centaine d'organisations pour échanger, parfois pour les éclairer, sur leurs projets, sur leur stratégie en data, en IA. Et j'ai la très, très forte conviction, en alliant finalement les entreprises que je rencontre et puis tout ce qu'on étudie dans le podcast Trench Tech, qui lui éclaire plutôt les impacts sociétaux, que ça marchera que si on parvient à déployer ce type de technologie avec de la confiance, avec des comportements éthiques aussi, et une responsabilité forte des entreprises qui doit être éclairée. C'est ça l'enjeu. Alors ma première question, ça va te plaire. Donc c'était basé sur l'étude de Splunk dont je parlais. On a demander à des professionnels de l'IT en France quel était un peu leur degré de maturité sur l'IA. Et pour 42% des répondants, ils nous disaient en fait, ils se sentent pas prêts pour aller sur ces projets-là parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs données.
Donc voilà, la qualité de la donnée, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Alors, la qualité de la donnée, c'est un serpent de mer. Depuis 25 ans, on parle de qualité de données. C'était déjà le poison quand on cherchait juste à établir des tableaux de bord de l'entreprise pour compter le nombre de nouveaux clients ou autres. Déjà, c'était empoisonné à cause de problèmes de saisie, de qualité de données, etc. Et aujourd'hui, on comprend que ce poison qui se diffuse peu à peu dans toute l'entreprise, dans tous les processus, par tous les points de collecte des données, va avoir un impact non seulement sur les tableaux de bord, sur les prises de décision, mais aussi des impacts de plus en plus opérationnels au fur et à mesure qu'on va déployer de l'IA, voire de l'IA agentique, qui va aller sur des niveaux d'automatisation qui vont être de plus en plus importants. Il n'y a pas beaucoup de chiffres finalement pour éclairer les impacts du manque de qualité de données, mais j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Je me rappelle d'une étude d'IBM qui montrait que 30% du temps de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise était perdu à cause des problèmes de qualité de données. 30%. C'est gigantesque. Je pense que chacun le mesure bien quand tu es dans des fonctions opérationnelles. Tu vois bien les galères que tu as parce que tu n'as pas une bonne qualité. Mais il faut vraiment se projeter sur finalement, les données maintenant vont être le vecteur, le carburant des IA. Avec les IA, on va vouloir automatiser de plus en plus de choses. Et donc, si on a des problèmes de qualité, ça va créer non seulement parfois des mauvaises décisions, mais que humainement, on peut rattraper. Mais là, ça va amener potentiellement à des situations assez catastrophiques. Et quand tu parles de données, valeur des données, etc., toi, tu penses que ce sont plutôt les données structurées, non structurées ? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour une entreprise ? Alors ça, c'est passionnant parce que finalement, moi qui travaille depuis 25 ans dans la data, on s'est énormément intéressé aux données structurées. Donc celles qui rentrent dans nos bases de données bien organisées en ligne, en colonne, généralement des nombres. Pourquoi ? Parce que c'est elles qu'on utilise le plus pour le reporting, c'est elles qu'on utilise le plus aussi pour toutes les applications de machine learning prédictive, donc l'IA telle qu'on la connaît depuis 20 ans. Bim, déferlante de l'IA générative, et d'un seul coup, on a un formidable moteur pour valoriser aussi les données non structurées. Le texte, mais aussi les images, le son, la vidéo. Et là, on a un nouveau champ qui s'ouvre, qui est passionnant. Alors, ceux qui ont le plus travaillé, à mon avis, les données non structurées dans cette entreprise, pour l'instant, c'est les archivistes. Et je pense qu'ils pourraient tenir leur revanche, les archivistes, en devenant un peu, s'ils le souhaitent et s'ils arrivent à bouger comme il le faut dans l'entreprise, un peu les gouverneurs de toute cette donnée non structurée. Parce que pour la donnée non structurée, on va avoir les mêmes problèmes. Si on a des problèmes de qualité de données, elles vont être utilisées, ces mauvaises données, par des IA. Et c'est ça qui crée finalement, en partie, c'est pas la seule raison, mais toutes les hallucinations des IA. Pour revenir sur les risques, on les a un petit peu touchés. Je te dis, si on a une mauvaise qualité de données et que l'IA automatise, ça va amener à de mauvaises décisions, mais à de mauvaises actions aussi de la part de l'entreprise. Il faut avoir en tête que ça, c'est tellement fort qu'il y a un assureur qui a proposé un nouveau produit d'assurance qui vient couvrir les risques de mauvaises décisions prises par des IA. Ah déjà, oui, il a bien rebondi. Tu te rends compte du délire ? Alors bon, déjà, on peut saluer la créativité des assureurs, qui pour certains se sont mis directement sur ce créneau-là. Mais ça montre à quel point le risque va devenir prégnant, à tel point que c'est un risque qu'on va vouloir assurer, si l'IA fait une bêtise, que ça puisse être couvert. D'accord. C'est fabuleux quand même. La fameuse formule garbage in, garbage out. Tu mets de la merde dedans, tu récupères de la merde à la sortie. Il faut la dire en français, cette formule-là, maintenant. Zut. Bon, tu sais qu'on parle toujours de la data et de plus en plus en tant qu'actif. Ouais. Et toi, c'est vraiment un de tes chevaux de bataille. Comment est-ce qu'on fait pour qualifier la valeur de la data ? Est-ce que c'est simplement par les usages qu'on la qualifie ? Alors, c'est clairement mon mantra. Effectivement, il faut prendre conscience et tout commence par là. Et cette prise de conscience, ça va être à très haut niveau dans l'entreprise. Ça doit être au niveau des comités de direction, des comités exécutifs, que la data est un véritable actif. Tu as un patrimoine sur lequel tu es assis. Et quel autre patrimoine de l'entreprise, quel autre actif de l'entreprise, on accepte de rien en faire ou on s'en soucie de très très loin ? Est-ce que vous connaissez une seule entreprise qui dit « Moi, j'ai des usines, elles tournent. C'est bien, ça gère. » Qui se dit « Moi, j'ai des ressources humaines. Allez, chacun fait ce qu'il veut, ça donnera bien quelque chose de bien. » Idem sur la finance, etc., sur tous les actifs de l'entreprise. Et dans beaucoup de boîtes, sur la data, c'est encore ça qui se passe. Alors, comment tu la valorises ? C'est assez complexe. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas, comme une usine, mettre sur chaque usine la valeur qu'elle te crée. C'est beaucoup plus diffus, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, cette valorisation, elle va se trouver forcément par les usages. Dans énormément de cas, ça va être effectivement par les usages. Et il faut parvenir, et certaines boîtes s'en sortent très bien, à associer à certains usages, à certains projets que tu vas développer avec la data et l'IA, des attentes en termes de
soit augmentation du chiffre d'affaires, mais de le chiffrer et de s'engager avec, soit de réduction des coûts, qui vont donc pouvoir être valorisés directement. Et il faut ensuite mettre des capteurs, des thermomètres, pour arriver à mesurer cette valeur. Et il y a plein de fois où c'est tout à fait possible. Et le Graal, et c'est pas toujours le cas, c'est quand tu arrives à valoriser la data pour une création de valeur directe. C'est là qu'on parle de monétisation, finalement, de données. Facebook, Google et autres sont tous nés de ça. Et eux, ils savent te dire combien ils ont gagné grâce aux données qu'ils ont acquises. Tout est basé là-dessus. Il y a quelques exemples sur le marché, y compris d'entreprises traditionnelles qui sont arrivées à le faire. Mais c'est vrai que ça reste assez rare. Est-ce que c'est à la louche que ça se fait, au pif, ou est-ce qu'il y a vraiment des outils concrets pour calculer cette valorisation, finalement ? Alors, c'est compliqué parce que... Par exemple, un cas très classique, c'est de te dire j'ai gagné de nouveaux clients ou j'ai réussi à faire des ventes additionnelles grâce à mon moteur de recommandation qui, lui, est nourri par toutes mes données. OK, mais sur le terrain, ils vont te dire ouais, très bien, ton moteur de recommandation qui a dit tel produit, effectivement, l'a vendu. Mais bon, il y a plein d'autres contextes. Il y a la publicité qu'on a fait juste la semaine dernière qui a peut-être poussé à la vente. Il y a le fait qu'on avait une campagne à ce moment-là qui a amené une réduction de 5 € si on achetait ça et donc ça poussait à la vente. C'est à chaque fois multifactoriel. Et donc, on va pouvoir là, du coup, utiliser aussi la data pour faire ces mesures. Et donc, mettre en place des algorithmes qui parviennent à discriminer les différentes raisons qui peuvent amener à la vente et ensuite pouvoir dire, voilà, grâce au moteur de recommandation, on a réellement dégagé tant. Mais c'est sûr que, je le redis, c'est assez diffus, cette mesure de la valeur. Et les entreprises qui marchent le mieux, je le vois dans beaucoup de boîtes qui mettent vraiment une grosse intention avec la data, ils se donnent vraiment des objectifs en se disant je crée un moteur de recommandation, je mets en place un outil qui va permettre de, par exemple, dans l'observabilité, d'éviter des pannes dans le système d'information. Je veux les réduire de tant de pourcents, donc je vais gagner tant d'euros. Et on le pilote directement comme ça, par l'objectif. Depuis le début, on a déjà prononcé au moins 3 fois la nouvelle formule magique, IA agentique, qui fait suite à l'IA générative. Ouais. Est-ce qu'on peut optimiser la gestion des données mieux en utilisant un système d'IA agentique ou pas ? Bon, il faut déjà expliquer peut-être ce que c'est une IA agentique et pourquoi effectivement on en parle autant. En fait, on a l'IA, tu l'as dit, ça date de 1956. Le terme IA ne date vraiment pas d'IA. C'est devenu une réalité pour les entreprises depuis les années 2000. La banque, l'assurance, la distribution, ils ont commencé à déployer des outils d'IA depuis les années 2000. Donc d'abord eu la première type d'IA qui sont les IA analytiques qui permettaient notamment de faire des prédictions, des recommandations. On a eu un deuxième type apparu dans les 2010 environ, l'IA que j'appelle perceptive. C'est ça qui a permis d'exploiter du coup des images, la vidéo, du son et le début du texte aussi avec ce qu'on appelait le Natural Language Processing, le NLP. L'IA générative arrive année 2020. Et l'IA générative, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle génère. D'accord. Du texte, beaucoup au départ. Elle génère du texte, elle génère des images, elle génère du son, elle génère parfois même de nouvelles connaissances, parce que c'est un formidable moteur à mouliner tout un tas de données qui pourraient ne pas avoir de lien entre elles au départ. Donc, elle génère des choses. Mais elle ne fait rien. C'est pas elle qui commande tes billets d'avion, c'est pas elle qui gère ton stock, elle génère. Super. Et l'IA agentique, elle, vient s'appuyer sur les capacités de raisonnement des grands modèles, notamment des grands modèles de langage qu'on a en IA générative, pour parvenir à organiser des tâches, à planifier et à découper ces tâches, et ensuite à réaliser des actions en interconnectant du coup ces agents d'IA qui gagnent en autonomie avec le reste du système d'information ou avec des services numériques. Via des API, par exemple. Via des API, c'est clair. Et ce qui renvoie d'ailleurs à un autre grand sujet, qui est l'APIisation des systèmes d'information, dont on parle depuis, je crois, 20 ans, et qui est un sujet qui a pris énormément de retard, qui va devenir un sujet clé d'urbanisation. Bon, alors du coup, pourquoi on parle autant des IA agentiques ? Parce que c'est de ces IA-là dont on va attendre le plus de gains. Puisque là, la promesse de l'automatisation, si ça marche, parce qu'on est au tout début du sujet de l'agentique, la promesse de l'automatisation, elle pourrait devenir réalité. C'est plus seulement qu'on génère, c'est plus seulement qu'on travaille d'une meilleure manière, qu'on gagne parfois du temps pour rédiger ses mails ou faire je ne sais quoi, ou peut-être les conducteurs de vos invités de podcast, qui sait. C'est plus seulement le gain de temps ici, c'est une vraie automatisation et parfois de processus même complexes. Dans les beaux cas d'usage qu'on peut imaginer, si l'IA agentique arrive vraiment au bout de l'histoire, on pourrait imaginer des IA qui gèrent automatiquement les stocks de bout en bout, qui vont passer des commandes
à d'autres IA agentiques des fournisseurs et pourquoi pas en instaurant même une négociation des prix, des conditions de vente entre les deux IA agentiques qui se coordonneraient ensemble pour passer la meilleure commande. Elle peut faire un travail de sélection sur les données, par exemple. Ah bah oui, alors ça, oui, c'est vraiment clair. Alors pour revenir à ta question, est-ce que l'IA agentique, ça va aider effectivement pour la gestion de la data? Dans les entreprises, ceux qui bossent dans la data le voient bien, ils croulent sous les demandes. Et des data, on en a de plus en plus. Je crois qu'en moyenne, j'ai vu une étude qui montrait que le volume des données des entreprises augmente de 20% par an. Ok. Donc c'est quand même pas... Tu vois, en volume, c'est vraiment pas rien. Il faut avoir en tête que les données d'une entreprise, c'est 80-90% de données non structurées. En réalité. Donc, tu vois ce que tu demandais tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on bosse sur les données structurées, alors qu'en volume, il y avait un potentiel gigantesque sur le non structuré en réalité. Donc oui, il va falloir, avec tout ce volume-là, des IA pour nous aider à automatiser toutes les opérations, à automatiser la collecte, à automatiser l'amélioration, la mesure et l'amélioration de la qualité, pour s'assurer qu'elle soit correctement utilisée, pour monitorer aussi l'IA elle-même, parce que il va falloir vérifier qu'elle a constamment le bon comportement, qu'elle ne fait pas de bêtises, qu'il ne va pas falloir appeler l'assurance tous les 4 matins parce que les IA auront pris des mauvaises décisions, etc. etc. C'est un peu la même histoire que les drones, en fait. On a eu un invité dans un podcast qui nous a dit « Tu as un drone, tu as un pilote. Tu as 100 drones, tu peux mettre 10 pilotes. Tu as 1 million de drones. Tu ne peux plus. Il te faut une IA qui gère ces 1 million de drones. » Bon, bah, c'est pareil. L'IA agentique en particulier va permettre de gérer ce volume et ce volume d'automatisation qui pourrait, je mets tout au conditionnel, arriver dans l'entreprise si ça va au bout. Donc là, tu es dans la prospective de ce qui peut se faire de mieux. Mais si on revient sur un peu ton quotidien où tu suis pas mal de clients, tu as vu pas mal de projets, est-ce que tu pourrais dire, est-ce qu'il y a peut-être une erreur la plus commune que tu vois se répéter chez les clients ou les personnes que tu croises quand ils veulent se lancer soit dans des projets d'IA, soit gérer leurs données? Est-ce que c'est... L'erreur la plus commune, et c'est la même depuis très longtemps, c'est déjà le manque de vision. C'est le manque de compréhension du fait qu'on est face donc à un actif, que cet actif, il faut, comme tout actif, le maîtriser, donc arriver à le cartographier, avoir une vision du patrimoine global de cet actif et le valoriser, sinon juste tu perds de l'argent à gérer un actif qui ne te ramène rien. Le jour où tu comprends ça, quel que soit l'actif, tu mets en charge des personnes de le gérer. Tu définis une stratégie pour gérer cet actif. Tu te donnes une vision pour embarquer toute l'entreprise sur la gestion de cet actif qui est en plus extrêmement distribué. Et à côté de ça, tu déploies effectivement des technologies. Il y a des choix technologiques clairs à établir pour répondre aux différents besoins et tu déroules ta stratégie de façon efficace. Mais il faut se doter de cette vision et d'une vision un peu à 2 vitesses parce que c'est une technologie aussi qui va finalement très très vite. Donc du court terme avec de l'apport de valeur très rapide pour montrer la valeur, embarquer dans l'entreprise et du long terme pour construire la vision et puis pas s'arrêter au milieu du chemin parce que sinon tu perds tout. Et ça, c'est plutôt porté par les Chief Data Officers, ce genre de figures qui ont émergé dans les entreprises? Ah ouais, Chief Data, de plus en plus Chief Data and AI Officer. Ah ouais, d'accord. Des fois, c'est même 2 fonctions différentes. Bon, je trouve ça assez habile que ce soit réunis sous la même personne au vu de l'importance des données pour l'IA. Mais ça discute, ça va dépendre beaucoup de la taille de la boîte. Donc effectivement, c'est la fonction clé qui doit être chargée de construire la stratégie et de l'exécuter avec une vision globale, très orientée sur les métiers, les usages, la valeur, le patrimoine, et qui va avancer main dans la main avec l'IT qui va gérer des plateformes technologiques qui sont de plus en plus complexes. Et il y a un signal très fort dans les entreprises, c'est une des toutes premières questions que je pose. Avez-vous nommé un Chief Data ou Chief Data and AI Officer, déjà, mais il y en a de plus en plus. 2, à qui il est rattaché. Ah, et en général... Et là c'est vraiment... La réponse te dit directement où on est l'entreprise. Okay. Si c'est rattaché à l'IT, warning, attention, problème. On n'est pas du tout assez orienté métier. On n'a pas compris que la fonction de ce gars, c'était avant tout de créer de la valeur pour les métiers. Donc, c'est pas que l'IT ne sait pas le faire, mais c'est que le métier devient tellement complexe et le métier aussi technologique devient tellement complexe qu'il y a vraiment un intérêt, et dans tous les cas de figure, à séparer les 2 fonctions. Ensuite, on trouve des Chief Data and AI Officers qui sont rattachés à la transfo. Très bien, pourquoi pas. Et les entreprises les plus ambitieuses ou qui ont le mieux compris la valeur qu'il allait avoir à trouver avec la data et l'IA, ils rattachent directement le Chief Data and AI Officer
à la direction, au CEO. Il fait partie intégrante du COMEX. Et donc là, ça montre à quel point on veut en faire un actif stratégique. Et on a compris que c'était un enjeu de stratégie de création de valeur et de transformation. Ça, c'est du vécu. On sent bien que ça, mais c'est trop drôle. Tu poses cette question-là en arrivant, mais direct, tu sais où tu mets les pieds. Bon, je vais demander à Audrey de se boucher les oreilles. On va parler une fois de Splunk dans ce podcast. On le fait jamais. On parle jamais de Splunk. Mais il se trouve qu'avec Orange Business, vous avez une offre qui s'appelle CheckPulse d'observabilité qui a été faite en collaboration avec Splunk. Quelle utilisation de la data vous faites avec CheckPulse? Alors déjà, c'est une grande histoire d'amour entre Splunk et Orange Business à plusieurs niveaux, puisque chez Orange, il y a aussi Orange Cyberdéfense, qui travaille sur tous les sujets de cyber, de résilience des systèmes d'information et qui travaille beaucoup avec Splunk. Chez Orange Business aussi, on travaille beaucoup avec Splunk, à la fois pour déployer des solutions d'observabilité et qui deviennent de plus en plus riches parce qu'on est passé de l'observabilité juste du SI à l'observabilité de la data, à l'observabilité de l'IA. Il va falloir mesurer tout ce que font ces IA et notamment ces IA agentiques. Donc c'est tout ça qu'on propose à nos clients. Et on a eu aussi des cas d'usage que je trouve assez originaux de Splunk. Chez certains clients, on utilise vraiment Splunk comme étant la plateforme data des données machines. Donc non seulement de tout le SI, mais aussi beaucoup de données de capteurs. On a beaucoup déployé Splunk derrière des capteurs d'usine pour arriver à faire de la maintenance prédictive, par exemple, ou de l'observabilité des machines. C'est une plateforme hyper efficace pour cette donnée un peu temps réel et cette donnée industrielle très, très, très particulière. Et puis, on a quand même une actualité, Audrey. Oui, il me semble que vous avez gagné des petits prix dorés. Alors, on enregistre là, on est le mi-septembre. Ouais. On vient de remporter, c'était semaine dernière, le prix du Global Partner Award of the Year. Ça Donc, claque, hein. on est le meilleur partenaire de Splunk au monde. Non, mais c'est Truc de incroyable. dingue. Non, mais vraiment, Et un deuxième prix en plus sur la plaque IMIA. Donc on est ravis de ce partenariat de longue date et surtout des réalisations, des projets qui sont faits derrière pour nos clients. C'est top. Bon, Mick, on va rentrer en zone incertaine pour toi, puisque là, tu ne sais pas du tout de quoi on va parler, puisqu'on a une partie ludique. Et tu demandais tout à l'heure s'il y avait une partie de notre conducteur qui était fait par une IA. Ah, peut-être, Audrey. On y arrive. Ça arrive. Et comme l'émission elle est sur l'IA et la data, je me suis dit je vais demander à notre chat GPT interne chez Cisco, ça s'appelle Circuit, de te créer une petite question. Donc la voici. Circuit te demande: quelle est la recette pour que l'IA ne se contente pas de cuisiner la donnée, mais qu'elle en fasse un ingrédient clé de la survie et de la croissance à long terme de l'organisation? Une question d'IA, ça. Bien joué, bien joué, Circuit. Alors ça, je parle de 2 vitesses du déploiement de l'IA dans l'entreprise et ça me semble essentiel de capter ça. La première vitesse, c'est de déployer de l'IA comme un outil de performance individuelle. Et ça, toutes les boîtes sont en train de s'y mettre, parfois en étant obligées par les collaborateurs, donc de déployer des licences ChatGPT, des licences Copilot, des licences Live Intelligence, qui est un outil d'IA disponible chez Orange et qui est totalement sécurisé. Ça, c'est l'IA du quotidien. On va doter chacun des collaborateurs, c'est certainement Circuit d'ailleurs chez Cisco, sans doute, ouais. d'un ChatGPT privé sécurisé pour travailler avec au quotidien. Avec l'espoir de gains de productivité globaux par l'addition des gains de productivité de chaque personne. Espoir qui n'est pas gagné-gagné quand même. Et puis ça évite d'aller se faire sur une autre IA, peut-être d'aller faire fuiter des données. Alors exactement, c'est un point hyper important pour la résilience parce que ça évite d'aller sur les plateformes grand public, à commencer par le ChatGPT gratuit, sur lequel tu n'as pas de confidentialité des données, tu n'as pas de confidentialité des échanges et donc ça te met vraiment au risque en termes de sécurité. Donc gros warning là-dessus, donc il faut s'en préoccuper. Mais si tu fais que ça, que cette première recette, pour reprendre l'image de ton circuit, dans 5 ans, retour à la case départ. Dans 5 ans, avoir déployé un ChatGPT privé, quel qu'il soit, ce sera, d'un point de vue de la performance, pareil que d'avoir déployé Excel. Et de même que si tu n'as pas Excel, tu es à la rue, il faut se le dire dans beaucoup d'entreprises, ça ne fait pas de toi une entreprise plus performante parce que tu as déployé Excel. Tu as 0 différenciant. Donc, il faut s'intéresser absolument à la deuxième partie, où là, c'est le cuistot qui vient beaucoup plus sur mesure, de déployer des IA, de déployer des algorithmes, de déployer des agents qui vont venir au cœur des processus. Pas juste personne par personne, mais transformer un processus complet. Pourquoi pas créer un nouveau produit? Pourquoi pas créer un nouveau service qui va être basé directement sur l'IA, qui va te donner un différenciant et qui va être basé du coup, pour revenir à tes ingrédients, sur son meilleur différenciant à l'ère numérique, que sont tes données.
Les données de chaque entreprise, il n'y a que cette entreprise-là qui les détient, qui les connaît, qui peut les exploiter. Donc tout l'enjeu, il va être là d'un côté, déployer correctement de l'IA comme outil du quotidien. Il y a des vrais efforts à faire pour gagner en efficacité partout. Mais de l'autre côté, chercher un différenciant, chercher une création de valeur qui va être beaucoup plus forte, qui va demander de se transformer dans l'entreprise et de créer des choses qui sont un peu plus sur mesure. Ok. Pas mal la question de l'IA. Elle est vachement chouette parce qu'elle me permet d'expliquer un sujet qui me semble vraiment hyper important et à côté duquel beaucoup d'entreprises passent encore. Je vois trop d'entreprises qui disent « Ah bah nous, ça y est, on fait de l'IA ». Comment ça, tu fais de l'IA ? Bah ouais, on a acheté des licences ChatGPT, on les a données à tout le monde. Ah bah, génial. C'est bon. Non. Bon, Mick, garde bien les oreilles grandes ouvertes parce qu'on arrive au vrai ou faux. Il va y avoir 2 anecdotes. Il va falloir savoir laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Je suis quelqu'un très mesuré, alors j'ai toujours du mal à être très tranché. Je veux te dire vrai, et moi-même, mais je ne les connais pas. Donc, on va essayer de deviner ensemble. Allons-y. Tu parlais, tu le disais un petit peu avant, tu parlais aussi du fait que l'IA peut parfois halluciner. Donc, ce que je vais te proposer, c'est 2 histoires d'hallucination, sauf que l'une est vraie et l'autre est fausse. Ouf. Donc, tu vas trouver laquelle, et puis n'hésite pas à commenter. Tu vas trouver, peut-être. Allons-y. Alors, la première, c'est une histoire qui s'appelle « La boisson aux algues lumineuses ». Donc, c'est une grande entreprise, en fait, qui utilise une IA pour regarder les différentes tendances de marché. Et l'IA lui prédit qu'il va y avoir un marché de plusieurs milliards pour des boissons aux algues bioluminescentes. Donc là, l'entreprise investit massivement. Résultat, l'IA a complètement inventé cette tendance. C'est une hallucination. Deuxième anecdote, ça s'appelle le télescope et l'exoplanète. Donc c'est lors d'une démo publique, un chatbot IA affirme qu'un télescope a pris les toutes premières photos d'une exoplanète. Alors c'est un problème parce qu'en fait c'est faux. Ces photos ont déjà été prises il y a bien longtemps. Cette hallucination, elle a été repérée en direct. Et ça a eu des conséquences très négatives. C'est la deuxième. C'est la deuxième, c'est clair et net. C'est tout à fait le genre de truc qui peut arriver. Il y en a une autre qui est très très connue dans le même style, un avocat à New York. C'était en 2023, donc vraiment pas longtemps après la sortie de ChatGPT, qui avait fait toute sa plaidoirie avec ChatGPT. Oui. Et ChatGPT qui lui avait évidemment inventé Ouais. des choses qui n'existaient pas, des lois qui n'existaient pas ou qui n'avaient pas les bonnes références. Et ça s'était vu en direct. Je crois même que l'avocat a été radié. Ah oui. Donc, faut vraiment faire gaffe. Ce sujet des hallucinations, il est sérieux. Les IA, on le voit de moins en moins dans nos usages quotidiens des hallucinations. Mais il y a des tests qui ne trompent pas. Si tu demandes à une IA de te répondre en un mot et en lui demandant des questions extrêmement précises, quelle est la date de naissance de Barack Obama, par exemple, quelle est la capitale de tel pays, tu as une chance sur 2 que ces IA te répondent faux. D'accord, quand même. Ça, Oui. c'est un benchmark d'OpenAI qui a été fait en novembre 2024. Ça commence à dater un petit peu, mais il y a d'autres benchmarks qui montrent que sur ces demandes-là particulières, qui sont en réalité les plus compliquées pour l'IA, de répondre Précis, en un en seul fait. mot Ouais. et en étant précis, ça a plutôt tendance à s'empirer. Donc, une réponse sur 2 est fausse sur ces sujets-là. Bah là, du coup, c'était bravo, c'est ça. T'as vu, j'ai même pas douté, je t'ai même pas demandé si c'était Ouais, vrai ou c'est pas. ça. Bravo. Ça sonnait trop comme une belle hallucination d'IA, c'était facile en effet. Voilà. Et pour donner un peu de contexte, en fait, c'était Google qui avait organisé en 2023 une conférence sur l'IA. Et 2 jours avant, avait réalisé une démo avec son chatbot conversationnel qui s'appelle Bard. Et il y avait une question qui a été posée au chatbot qui disait est-ce que tu peux me fournir des exemples de découvertes permises par un télescope qui s'appelle James Webb et que pourrait comprendre un enfant de 9 ans. Et c'est là qu'il a sorti du coup cette réponse. 2 jours après, ils ont fait donc la conférence, mais le problème c'est que en fait la confiance avait été un peu perdue et les résultats ça a été quand même un chute du coup en bourse et 100 milliards de dollars. Oui, Bard, c'est l'ancêtre de Gemini qu'ils avaient sorti un peu à la va-vite certainement pour contrer ChatGPT. Parfois, il y a l'agenda qui fait que il faut aussi aller mais vite. Google se rattrape bien, là, ils se défendent bien quand même dans l'IA en ce moment. Est-ce qu'il faut considérer que les hallucinations font partie de l'ADN des IA et que finalement il faudra composer avec, malgré les difficultés que ça peut poser, y compris au niveau business ? Mais clairement, et même c'est ça qui fait la puissance. C'est ça qui fait la puissance de ces IA. Si tu vas leur demander, je sais pas, élabore ma stratégie d'entreprise, comme si tu étais un chef cuistot, en t'inspirant des grands chefs cuisiniers. Voilà. Elle va te répondre, l'IA.
alors qu'il n'y a pas un seul article sur le web qui aura fait le lien direct entre Paul Bocuse, tu peux même lui préciser, à la façon de Paul Bocuse, et la stratégie de l'entreprise, qui est une entreprise industrielle qui crée, j'en sais rien, des tables basses, par exemple. Ça n'existe pas sur Internet, d'accord ? C'est pas comme si elle était allée chercher ce contenu-là. Elle t'a recréé du contenu en mélangeant de multiples sources, en trouvant des corrélations que humainement on n'aurait jamais imaginées. On peut dire que l'IA, l'hallucination, si tu veux, c'est le fonctionnement, c'est au cœur du fonctionnement même de l'IA. Parfois, c'est génial. Par exemple, pour faire ta stratégie d'entreprise à la façon de Paul Bocuse. Et puis, parfois, ça pose des problèmes. Et c'est là qu'on parle d'hallucination. Et quelles sont les causes principales ? C'est justement les sources de ces données ? Qu'est-ce qui va créer ces hallucinations ? Alors, tu en as plusieurs. Tu as les sources des données, effectivement. On revient encore une fois sur les sujets de qualité de données. Et ça, c'est inspirant pour l'entreprise. Si tu veux faire, je sais pas, tu mets un instant conversationnel sur de la documentation technique, par exemple. C'est un cas qu'on voit beaucoup, y compris dans des secteurs comme la banque et l'assurance, où les produits sont très complexes, finalement. Si tout n'est pas extrêmement précis, voir si tu as des documents qui se contredisent, voir si tu as des zones un peu grises entre deux documents ou même au sein d'un même document, tu as des chances que l'IA te réponde à côté. Donc, il y a un problème de qualité de données. Mais encore une fois, il faut aussi comprendre que c'est intrinsèque au fonctionnement de l'IA de croiser des sources de données par corrélation et non pas par causalité. Et que du coup, des fois, les chemins de corrélation qu'elle va prendre ne sont pas les bons. Et c'est ce que disent notamment Yann Lequin, par exemple, éminent chercheur en IA, qui est actuellement chez Meta. Lui, il dit, on n'arrivera jamais à un niveau dit de super intelligence, il y a un grand débat là-dessus, tant qu'on n'arrivera pas à ancrer les règles du monde réel dans les IA. Aujourd'hui, on ne peut pas coder une simple règle comme celle de la gravité. Tu regardais les IA génératives de vidéos, il faut regarder toujours les premières versions des IA, tu as pris Bard tout à l'heure, c'est passionnant parce que ça dit beaucoup du fonctionnement. Première IA générative de vidéo, tu demandes une vidéo d'un skieur. Et tu vois le skieur qui descend la pente, et puis à un moment donné, qui remonte la pente à la même vitesse qu'il a descendu, et puis qui saute, qui te fait des loopings de dingo dans l'air, qui retombe comme si de rien n'était. L'IA ne connaît pas la loi de la gravité. Et tu ne peux pas coder la loi de la gravité dans une IA qui génère des vidéos. Tu ne peux pas. Donc maintenant, ils ont gommé ça. Certainement comment ? En générant eux-mêmes certainement énormément d'images de skieurs, d'objets qui ne font que tomber, et en donnant donc toutes ces images supplémentaires pour que l'IA continue son entraînement, et que par renforcement des corrélations, la corrélation la plus forte soit que les choses tombent toujours dès lors que tu es sur la planète Terre. C'est comme ça. Donc les hallucinations sont intrinsèques aux IA, et c'est pour ça que quand moi je lis « Ah bah ça y est, on a totalement éliminé les hallucinations à une nouvelle IA numéro nana, c'est fantastique », oui, tu as réussi à les limiter. Tu as réussi au cas par cas et en générant peut-être des millions de cas possibles à la redresser, à améliorer peu à peu. Mais il faut comprendre que les hallucinations, c'est intrinsèque, c'est vraiment structurel dans le fonctionnement de l'IA. D'accord. Alors, il y a les hallucinations, mais il y a aussi tous les dangers qui sont liés aux accès en temps réel aujourd'hui. Une pollution qui arrive parce que les IA vont chercher en temps réel dans des sources qui ne sont pas sélectionnés. Et il y a un vrai problème. Il y a même une étude là-dessus qui montre qu'il y a un sérieux problème sur la plupart des IA aujourd'hui. Un problème de contamination, finalement. Et donc, avec certains pays même qui en profitent. J'avais vu, tu fais référence aux travaux d'une entreprise qui s'appelle NewsGuard. Ils avaient montré comment un organisme russe, de propagande russe qui s'appelle Pravda, avait réussi à infecter les réponses des grandes chatbots d'IA. Et donc, si tu interroges un ChatGPT, ils avaient montré que 30% sur des questions liées à la Russie, 30% des réponses étaient imprégnées de la propagande pro-Kremlin véhiculée par Pravda. Et comment ils font ? Ils te génèrent, avec des IA évidemment, c'est le pharmacone, c'est à la fois le remède et le poison, ils te génèrent des centaines de millions d'articles, ils inondent le web avec ces centaines de millions d'articles de propagande, qui ensuite sont digérés par ces IA ou interrogés en direct par ces IA, et donc 30% des réponses se retrouvent du coup contaminées. Alors ça, par ailleurs, c'est hyper intéressant à avoir en tête pour les entreprises qui veulent être citées par les moteurs d'IA. Parce que ça aussi, ça devient un nouvel enjeu. Le trafic est en train, et les recherches sont en train de se déporter du Google classique sur des IA. Et si par exemple, on peut demander, quelqu'un a envie de demander quel est le meilleur outil d'observabilité de mon système d'information et que Cisco a envie que ça réponde Splunk,
Je pense que tu en as envie, Audrey. J'aimerais, T'aimerais. Eh ben, il va falloir travailler ce qu'on appelle... Alors, il y a 3 termes en ce moment. Les IOPS, le LLM Ops et le GEO. Moi, c'est le GEO que je... Ouais, le GEO. Je ne sais plus ce que c'est le G. C'est Generative Engine Optimization. Ouais. Le GEO, donc, pour parvenir à ressortir dans les résultats de ces grands moteurs d'IA. Ça devient un enjeu clé aussi. C'est ça pour le marketing. C'est vrai qu'on est un peu au-delà du SEO maintenant, mais ça reste quand même du bon contenu à produire pour trouver fais comme Pravda. Ouais, des centaines de millions ou des faux sites qui imitent les sites de médias comme Doppelganger l'a fait. Et donc là, il y a un vrai souci là-dessus. Bon, on a bien compris qu'il l'enjeu des informations. Il fallait vraiment que... Là, pour le coup, ils sont en train de s'y pencher, je crois, tous les opérateurs d'IA aujourd'hui, sur la qualité des sources. Parce que la qualité de la data, c'est une chose, mais la qualité des sources en temps réel, c'est un vrai sujet de demain. Oui, tu as raison. Il communique beaucoup là-dessus, sur ses travaux pour filtrer les sources et arriver à avoir les meilleures sources. OpenAI, même a un peu donné à voir à la sortie de ChatGPT 5, de GPT-5 sur effectivement les sources qui étaient employées par le modèle. On arrive au Fast and Curious. Wow. Tu vas voir, c'est très rapide, très efficace. C'est Audrey qui gère ça. Tu l'as peut-être déjà vu, Fast and Curious, c'est Combini qui fait ça. Ouais. Donc, tu as 2 propositions et très rapidement, tu nous réponds celle que tu préfères. Ça marche. Et tu as le droit de commenter si tu veux, mais pas obligatoire. Allons-y. Alors, c'est parti. IA générative ou IA agentique? Mais les deux. Tu peux pas dire les deux pour toi. Ah bah non, c'est pas... je refuse. Tu as droit à un veto, tu l'as déjà utilisé. Local ou cloud? Oh, les questions de la mort. Alors attends, j'ai fait les deux avant, là je te dis, ça dépend. La triche. Ça tourne au normand ton histoire. Ça dépend. Il y a vraiment des enjeux de souveraineté qui doivent être très très forts pour certaines entreprises. Après cloud, il y a des clouds qui peuvent... Allez, cloud. Parce qu'il y a des clouds qui peuvent être sécurisés, privés, souverains. Cloud. Exact. Open source ou propriétaire? Open source à chaque fois qu'on peut. Supervision humaine ou autonomie totale? Alors ça dépend. Si tu as 1 million de drones ou si tu as 1 million de capteurs sur ton SI, automatisation. Ouais, ok. Machine learning ou deep learning? Ça fait pas la même chose. C'est un peu la même question que IA générative ou agentique, tu vois. C'est forcément les deux. Structuré ou non structuré? C'est forcément les deux. Ça fait pas la même chose. Toi, on peut pas. C'est quoi ces questions? Audrey, je peux pas. T'as dit, il y a des chroniques compliquées. Data scientist ou data engineer? Ah bah là aussi, tu peux pas mettre l'un sans l'autre. Ça va former un beau duo. Il faut forcément avoir ils doivent forcément travailler de pair. Et c'est pas facile de les faire travailler ensemble d'ailleurs souvent, parce qu'ils n'ont pas toujours la même approche technique. OpenAI ou Mistral AI? Mistral. LLM ou SLM? SLM à chaque fois que possible. D'accord. Là, tu as fait ton choix pour la dernière question. Pour des raisons de maîtrise et d'empreinte environnementale. Ouais. Maîtrise des réponses et empreinte environnementale. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet, d'une initiative récente dont tu es assez fier dans la gestion de données, dans l'IA? Moi, je pensais par exemple à l'histoire de l'Institut Curie. Ouais, alors ça, c'est effectivement un projet magnifique. Bon, on a plein de beaux projets. Honnêtement, j'ai des milliers d'histoires à raconter sur des projets qui changent vraiment la donne. Mais effectivement, avec l'Institut Curie, là, c'est un projet vraiment formidable qui est associé en plus à une belle histoire humaine. C'est un collaborateur d'Orange Business qui a été atteint d'un cancer rare, qui était suivi par l'Institut Curie et qui s'est débattu, qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines, mais qui s'est débattu avec ce cancer. Il a créé une association où il faisait des concerts pour récolter des fonds pour l'Institut Curie. Et puis il s'est dit, je travaille dans une grande entreprise de tech, certainement la plus grosse boîte tech de France, Orange. Donc on doit pouvoir faire quelque chose avec l'Institut Curie. Il nous a mis en relation. Et du coup, on travaille. Maintenant, on a plusieurs consultants qui travaillent avec l'Institut Curie sur une application qui embarque un algorithme qui est déployé dans tous les hôpitaux de France. C'est remarquable ce qu'a fait l'Institut Curie. Et dans lequel, du coup, à partir d'une simple analyse génomique, on peut, dans 70-80% des cas, nous dit l'Institut Curie, retrouver le tissu d'origine du cancer qui est à traiter. Les cancers rares, c'est 6-7 000 personnes par an qui en sont atteintes en France. Et si on ne sait pas déterminer d'où il vient, c'est beaucoup plus difficile à soigner. Et donc, dans 70-80%, cet algorithme, qui est assez simple en plus, basé sur du deep learning, parvient à détecter d'où ça vient. Et donc c'est une belle histoire humaine. Derrière, les consultants d'Orange Business sont ravis
travailler sur ce projet qui fait énormément de sens. Nos consultants ont travaillé sur des briques de data vise et de communication pour que les médecins puissent correctement ensuite exploiter rapidement ces informations. On travaille aussi sur l'explicabilité de l'algorithme. Donc de dire, voilà, on pense que c'est tel tissu, mais parce que il y a tel gène et tel gène qui sont mis en question dans l'affaire. Et puis, il va pouvoir y avoir encore beaucoup de déploiements, de déroulements possibles autour de cette application pour la rendre encore plus puissante. Donc, un très beau projet. Et fait en plus en mécénat de compétences. Donc, je trouve, tu vois, c'est beau, il y a tout qui s'assemble. Il y a une belle histoire humaine, une formidable initiative de l'Institut Curie qui était déjà très avancée avant nous. Et puis, des consultants, évidemment, chez nous, hyper motivés. Et ce mécénat de compétences qui est en place pour le faire. Donc, c'est génial. En fait, c'est l'IA qui change la vie ou qui peut même la sauver, en l'occurrence. Là, c'est l'IA qui sauve la vie. Ça fait quand même plaisir. Bon, c'est génial d'avoir des applications d'IA pour vendre plus de boîtes de petits pois et garder plus longtemps que tes clients et inciter à plus de ventes. OK, c'est bien, il faut le faire. C'est important pour les entreprises, pour la compétitivité. Il ne faut pas s'en priver. Mais quand ça vient sauver des gens, c'est encore mieux. Je peux te donner une autre application magnifique au sein du groupe Orange. Rapidement, peut-être, je ne sais pas où on est niveau timing. Bon, oui, on n'a plus regardé. Vous couperez au pire. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé le timing. Où, chez Orange, un des tout premiers postes de consommation énergétique, c'est le réseau d'antennes mobiles. Et du coup, on a appliqué une IA pour arriver à comprendre sur les dizaines ou centaines de milliers d'antennes mobiles déployées à l'échelle d'un pays. On travaille d'abord pour la Pologne. Quelles sont celles qui consomment anormalement trop compte tenu du trafic qu'elles ont à gérer. D'accord. Donc c'est juste un algorithme de classification vraiment finalement assez bête, tu vois, c'est pas de l'IA générative, c'est pas de l'agentique, on n'est pas dans un truc de dingue. Et rien qu'avec ça, on a pu réduire de 5% la consommation énergétique de ce réseau d'antennes mobiles en Pologne, où il y a un mix énergétique qui est parmi les moins favorables, les plus carbonés du monde. Donc l'effet de levier sur l'impact carbone est encore plus fort. Et les chercheurs à qui on travaille chez Orange, je pense qu'on peut même aller jusqu'à réduire de 15% l'empreinte énergétique. Et donc on commence à le déployer maintenant dans les autres pays aussi. Affaire à suivre. Ouais. Est-ce que tu connais les questions à la façon Burger Quiz ? Ouais. Ça tombe bien. On n'a pas le petit burger quand tu es seul à jouer. C'est ça. Alors, je vais aller très très vite. Moi, ce qui me faisait rire avec le mot agent d'IA, c'est que ça me faisait penser à agent de star. Donc, un peu 10%. Donc, du coup, à chaque fois, je vais donner une proposition. Tu dois me dire si c'est agent d'IA, agent de star ou les deux. Voilà. Ok, je vais te dire les deux, tu vas voir. Ouais, c'est probable. Il y a des chances. Alors, c'est parti. Doit gérer les frasques de son client. Agent de star. A le mot hallucination dans son langage courant. Les deux. Un boulot qui le rend plutôt autonome. Agent d'IA. Le damage control, c'est son credo. Le damage control, waouh. Écoute, agent d'IA. Il est toujours le coupable idéal, surtout à 3h du matin quand rien ne va plus. Agent d'IA, mais agent star aussi, je pense que ça fait partie de leur métier. Le damage control aussi pour l'agent de star. C'est le coupable idéal. Quand vous voyez là, le nombre des fois, on voit même des entreprises qui communiquent sur le fait qu'elles fassent des plans sociaux, etc., etc. L'IA, en ce moment, c'est le bouc émissaire quand même. Parce que du coup, tu te fais une image très technologique où on a déployé beaucoup d'IA, tout est automatique, etc. Bon, alors bien souvent, ça masque plutôt des problèmes financiers, tu sais. Oui. Et doit toujours trouver des solutions, et vite. Agent de star. On va parler de l'IA et de la data, ça va t'étonner en fait. Aujourd'hui, pour avoir des biais sur l'IA, en fait, on utilise des IA qui vont aller rechercher, prévenir des biais dans la data elle-même, par exemple. Donc, en fait, est-ce qu'on n'est pas dans un truc où c'est l'œuf et la poule et on ne sait plus exactement qui est arrivé en premier ? Parce que si une IA doit traiter quelque chose qui ne va pas dans une IA, où est-ce que ça s'arrête, quoi ? Déjà, c'est intéressant la question des biais parce que finalement, l'IA elle nous offre un miroir un peu assez déformé, mais un miroir quand même de notre société. Il y a des biais dans l'IA parce qu'il y a des biais dans notre société, parce qu'il y a des problèmes de représentativité des populations dans une société numérisée. C'est important de le dire. C'est-à-dire que le numérique ne représente pas la société telle qu'elle est et amène des biais hyper importants. Et le revers de la pièce en plus, c'est que maintenant on utilise de l'IA pour générer des données. On appelle ça des données synthétiques, mais du coup on reproduit, on amplifie les biais.
Alors c'est là que ceux qui font les grosses IA qu'on connaît tous et qu'on a un petit peu cités, ils font des données synthétiques en essayant de les twister. Donc ils se disent, tiens, on n'a pas assez de femmes qui sont représentées dans nos images, par exemple, pour entraîner des IA de génération d'IA. Typiquement, avoir des femmes représentées comme des PDG ou comme des execs de l'entreprise. Bon, on va générer plein d'images en forçant le fait que ce soit des femmes. Et ensuite, on va aller renourrir notre IA avec, pour lui montrer qu'il y a eu autant d'hommes que de femmes. Et donc, on cherche à redresser les biais comme ça. Mais c'est assez dangereux parce que quelque part, on joue un peu à l'apprenti sorcier en tentant de redresser la véritable image de la société par du synthétique. Donc on verra où ça nous mène, mais c'est clairement un sujet à suivre. Et c'est aussi à suivre pour les entreprises, quand on déploie des IA sur mesure, encore plus, de s'assurer qu'elles sont exemples de biais, notamment dans le recrutement, par exemple. Ou chez Orange, il y a eu un sujet à un moment de se dire, si tu vas sur le portail orange.fr, grand public, il y a tout un tas de contenus qui sont proposés. Et est-ce que l'IA n'a pas tendance à proposer des contenus bricolage et voiture à monsieur, et mode et cuisine à madame. Et donc Orange a voulu s'assurer de ça et a fait un audit, et c'est ça qu'il faut faire pour lutter contre les biais, faire des audits très réguliers pour vérifier que non, les réponses sont équilibrées et que sur quelques caractéristiques clés, le genre, parfois la couleur de peau quand on est sur des choses visuelles, ou la CSP quand on l'a, ou je ne sais quoi, ou l'adresse de la personne par exemple, n'influe pas directement sur le comportement de l'IA. Ça a été le cas en tout cas pour ce moteur-là chez Orange. Bon, sur toutes les questions ludiques, Dodo, tu n'as pas fait appel à un ami, tu n'as pas eu besoin. En revanche, nous, on a un message d'un ami qui va te faire écouter, Audrey. Allons-y. Alors, tu vas découvrir la voix de cette personne mystère qui a une question à te poser. Salut Mick, une question qui devrait te plaire. On associe souvent la résilience numérique à la cybersécurité. Mais que devient cette résilience si l'IA nous rend dépendants de chaînes d'approvisionnement matériel, comme avec les GPU, les data centers, qui sont elles-mêmes fragiles? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de déporter le problème, un peu comme avec leur empreinte écologique d'ailleurs? C'était qui? Alors, je reconnais tout de suite la voix. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir? Donc, c'était Cyril Chaudois, avec qui je co-anime, mon ami, avec qui je co-anime le podcast Trench Tech. Vous l'avez vraiment interrogé? Vous êtes allé prendre un bout du podcast? C'est une question qu'on a posée à un autre invité? Ou vous avez régénéré sa voix avec l'IA? Non, on a demandé. Bien joué. C'est pour toi, cette Il ne m'avait question. même pas dit, le petit filou. Alors la question de la résilience avec l'IA, effectivement, elle est énorme. Elle nous projette sur des questions géopolitiques qui sont véritablement vertigineuses. Aujourd'hui, la chaîne de production des machines et de l'infrastructure qui permet de soutenir l'IA, elle est limitée à quelques entreprises. Évidemment, les Américains sont les superstars de ça, notamment avec NVIDIA. Les Chinois sont aussi dans la course. Et puis en Europe, on a une entreprise qui s'appelle ASML qui produit les machines qui permettent de fabriquer les puces et les superconducteurs. Qui viennent d'investir 1,7 milliard dans Mistral. Exactement, qui sont rentrés au capital de Mistral. Donc tout ça fait peser un risque, même sur, on pourrait dire, même sur l'ordre mondial. Et rappelez-vous, après le Covid, il y a eu des problèmes de livraison, vous savez, des microprocesseurs. Et ça avait mis la pagaille dans tout un tas de chaînes de production, notamment les véhicules qui arrivaient avec des mois et des mois de retard, etc., etc. Donc on peut imaginer à l'échelle de l'IA, si effectivement les Américains décident, et il y a un débat en cours, je crois que c'est un sénateur américain qui a proposé ça, de couper l'accès aux puces NVIDIA aux Européens, on ne peut plus faire d'IA. Il y a des risques aussi, il y a des rumeurs de backdoor sur les puces NVIDIA, il y a des backdoors qui seraient mis sur les puces NVIDIA pour pouvoir être désactivés à distance. Ça a un nom technique, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour pouvoir être désactivés à distance par les Américains. En gros, voilà, on n'a plus envie que l'Europe, ou bon, la Chine est plus dans le viseur que l'Europe, mais ça pourrait arriver aussi, plus utilisé, ils pourraient désactiver nos puces à distance. Ou encore, de façon plus pragmatique et beaucoup plus proche de nous, s'ils décidaient d'augmenter encore les droits de douane sur ces équipements-là, mais pourquoi pas aussi sur les services numériques. La dépendance des entreprises à des Google, à des Microsoft ou à des Amazon en particulier est extrêmement forte. Donc il y a un enjeu énorme pour l'Europe de se saisir de ce sujet. Il n'est pas nouveau, mais il devient de plus en plus fort, de plus en plus brûlant, cet enjeu. Et pourtant, ça traîne. Ça fait des années et des années qu'on le sait. Et on voit que l'Europe, globalement, ne se bouge pas et ne met pas les moyens pour permettre d'avoir un niveau d'autonomie sur la technologie qui soit suffisant et raisonnable, à minima.
C'était donc une question de Cyril Chaudois, qu'on salue d'ailleurs, Ouais. ton complice du podcast De Trench Trench Tech. Il est beaucoup question dans Trench Tech comment on dit ça, d'éthique finalement. Hein. C'est Ouais, un petit peu ça, la d'éthique. question sous-jacente au podcast. Des impacts sociétaux, Voilà. dont les impacts sociétaux géopolitiques aussi, Ouais. qui sont évidemment hyper importants. Comment est-ce qu'on garantit une gestion éthique et responsable des données? Ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Alors, vous mettez des épisodes entiers à y répondre, mais moi, je vais te demander d'y répondre en quelques secondes. Alors écoute, il faut le voir à différents niveaux. Il y a le niveau des États, et les États légifèrent. Je suis hyper content qu'on ait au niveau européen le premier règlement sur l'IA, le RIA, qui va s'imposer à tous, à toutes les entreprises et à tous les grands fournisseurs d'IA qui vont vouloir commercialiser leurs solutions en Europe. Il y avait avant ça le règlement sur le RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui est évidemment toujours en vigueur. Les deux règlements viennent se compléter pour bien protéger et ce qui est fait de nos données et les usages qui sont faits de l'IA et auxquels nous sommes tous soumis. Donc ça, c'est très bien. Et je suis convaincu que l'Europe doit absolument pas lâcher et j'espère qu'on va arriver dans le bras de fer qu'il y a en particulier avec les États-Unis à faire entendre notre voix. Au niveau des entreprises, la question se joue de manière un peu différente. Le tout premier enjeu d'une approche éthique, c'est de se poser les questions, déjà, et de se poser les questions avec un recul quasi philosophique, de se dire, de prendre conscience quels sont les effets sociétaux des technologies que je suis en train de déployer. Déjà, même socialement, dans ma propre entreprise, et d'embarquer avec soi les instances représentatives du personnel, les syndicats, c'est d'ailleurs une obligation légale. Il y a France Télévisions qui vient de se faire épingler là-dessus parce qu'ils avaient déployé un sort de ChatGPT privé sans consulter toutes les instances représentatives du personnel. Donc c'est même une obligation légale, mais c'est très bien. C'est certainement un des premiers niveaux éthiques, de se poser ces questions-là, d'embarquer avec soi toutes les parties prenantes. Tiens, une autre initiative, Maïf, magnifique ce qu'ils ont fait. Maïf, ils ont tiré au sort, je crois que c'était 40 collaborateurs pour travailler sur une charte de l'IA. D'accord. Et pour se poser les questions sur comment on intègre de l'IA pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà, cette implication, là, il y a une approche, je trouve, une méthode qui va amener à un résultat qui dénote une vraie envie éthique. Donc c'est vraiment la première chose. Deuxième chose, respecter les réglementations. C'est bête, mais commençons par ça. Et puis, troisième chose, mettre tout en place pour bien mesurer les effets de ce qu'on fait. Donc, sur l'IA en particulier, avoir une étude en amont des données qu'on va donner à l'IA au moment de l'entraînement, et puis à minima des audits réguliers. C'est l'exemple que je vous donnais avec le moteur d'Orange. Des audits réguliers pour vérifier que le comportement de l'IA est bien fidèle à ce qu'on en attendait. On a bien compris qu'on commençait par une philosophie générale et qu'ensuite on décline par des actes cette philosophie générale. Exactement. Tu sais ce qui est bien avec un podcast qui est filmé, c'est la deuxième fois qu'on fait ça, c'est qu'en fait on peut se permettre d'avoir une chronique visuelle, ça nous change un petit peu. Et Audrey va te montrer des images. Oui, effectivement. Je pensais que vous alliez me faire danser. Ce qui est bien avec la vidéo, c'est on que... peut aussi. Allez, il y a des gages. Alors, je vais te montrer une image que je vais décrire aussi pour ceux qui nous écoutent en audio. Elle a son petit cahier, c'est j'ai un petit cahier, c'est vraiment scolaire. Mais... Donc là, ce que tu vois, c'est un nuage entouré d'étoiles. Je voulais t'amener sur un sujet. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Un cloud souverain européen. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis de cette idée ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, on y est revenu à plusieurs reprises. Ça va être vraiment un enjeu clé. À la fois qu'on arrive à avoir des acteurs de la tech européenne, mais surtout, quels que soient les acteurs d'où ils proviennent, qu'on arrive à avoir une autonomie technologique en Europe, une résilience, puisque ça va derrière. Mais c'est un enjeu... En tout cas, c'est un enjeu important. Hyper important. Et je pense qu'on en fera peut-être l'objet d'un autre épisode, mais voilà, je voulais au moins l'évoquer à un moment il faut. Après, très rapidement, c'est un frigo. Si jamais tu l'avais pas reconnu, toi. C'est pour nos auditeurs qui nous... Pourquoi un frigo, à ton avis ? Alors, écoute, plusieurs choses. Soit tu veux faire référence à ma gourmandise, au fait que j'aime bien les bons produits. Je sais pas. Mais je pense que tu veux plutôt faire référence à mon livre. Oui. Sortez vos données du frigo. Pourquoi ce titre Le titre, je crois qu'il est assez évocateur. Toutes les entreprises ont des données. Toutes.
et ces données, donc on l'a dit, qui constituent un actif. Et la plupart les laissent dans les frigos informationnels de l'entreprise. Ne les cuisine pas, quoi. Ne les cuisine pas dans les bases de données, etc. Oui, et donc tu te périment. dis, alors ça périt parce qu'effectivement, tu as tes problèmes de récence, donc c'est de moins en moins intéressant, ça apporte de moins en moins de valeur. Mais elles sont là, elles sont disponibles, elles sont dans ton frigo. Tu as juste à ouvrir tes bases de données, à les sortir et puis en faire quelque chose qui va créer de la valeur pour l'entreprise. Donc, il faut le faire. Allez, ma dernière image, alors c'est en noir et blanc, mais c'est le dernier film Mission Impossible. Pourquoi je montre ça? Pourquoi tu montres Mission Impossible? Parce qu'il y a encore du chemin à faire. Hein. Sur tous ces sujets-là, il y a encore du chemin à faire dans les entreprises où c'est sûr que pour les entreprises traditionnelles, il y a un vrai chemin de transformation, mais qui est profond et qui est complexe. Il ne faut pas jeter la pierre. C'est hyper complexe, ces transformations qui sont à l'œuvre dans les entreprises traditionnelles. Et plus l'entreprise est grande, plus c'est complexe en réalité de mener ce chemin de transformation. Mission impossible aussi pour la tech européenne, peut-être. Mais si on n'y va pas, ce n'est pas Tom Cruise qui va nous trouver la solution. Donc il va falloir se retrousser les manches. Et aussi parce que dans le dernier Mission Impossible, tu as aussi une entité d'intelligence artificielle qui est un peu le grand vilain de l'histoire. Mais je l'ai pas vu, moi. Bah ouais, je t'ai dit du coup. Et c'était aussi un pied de nez de dire des fois l'intelligence artificielle, en tout cas vu au film hollywoodien, on projette beaucoup en fait. Et c'est un peu surréaliste ce que en fait peut faire réellement l'IA. Et du coup, c'était assez marrant de se dire nous on parle concrètement. Mais tu as raison, ça c'est un autre enjeu clé. On passe dans les médias, il y a énormément de temps qui est passé sur des risques qui sont totalement hypothétiques avec l'IA. L'IA qui se retourne contre nous, même la super intelligence au sens fort du terme. L'IA qui mettrait totalement fin au travail, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, évidemment. Ça n'existe pas. Et pourtant, on y passe énormément de temps. Et en réalité, je crois que la mécanique qui est à l'œuvre, c'est que ça masque les vrais problèmes, les vraies considérations qu'il faut avoir, comment on s'en saisit pour créer une valeur durable dans l'entreprise, et puis ça masque les risques dont on a parlé, d'hallucination, de contamination et donc de manipulation de l'information, et puis aussi d'empreinte environnementale, pour n'en citer que quelques-uns. Bon, on va passer de Mission Impossible à Marvel, avec une question très traditionnelle en fait. Il y a 2 questions très traditionnelles à la fin de chaque podcast. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? La téléportation. Au moins, t'as pas hésité, toi. Non, j'hésite pas une seconde. Je passe mon temps à me déplacer. Moi, j'habite à Nantes et puis je me déplace partout en France. Et j'adore ça, aller au contact des entreprises et autres. Donc c'est un vrai plaisir. Mais alors, je passe du temps dans les transports, du coup. Donc, si on fait téléportation, SNCF ou les deux, ce serait plutôt téléportation. Ou une SNCF encore plus rapide, parce que je suis un fan de train, par ailleurs. Qu'est-ce qu'on bosse bien dans les TGV, en tout cas. Donc ouais. Ok, ça marche. Et l'autre question liée à ça, c'est est-ce que tu vois une super-héroïne ou un super-héros qui pourrait venir dans notre podcast et pour quelle raison? Alors écoute, j'en aurais plein de cités. J'ai le droit de citer combien? Honnêtement, comme le podcast, 14. il faut qu'il finisse un jour. 2 maximum. 2 maximum. Alors écoute, et c'est très sincère et sans faillotage, il faut que vous rencontriez les dirigeants d'Orange, et je pense notamment à Aliette Mounier-Lompré, dirigeante d'Orange Business, qui est quelqu'un, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire, c'est un peu gênant de le dire là, mais que je trouve admirable. Il nous vend sa chef, en fait. Ouais, c'est incroyable. Ça fait très faillot de l'entreprise, mais non, Aliette, si tu m'entends, c'est sincère. Donc je trouve le parcours, la personnalité, le comportement extrêmement inspirant et qui amène du coup une philosophie dans la boîte qui me donne ne serait-ce que la liberté de vous parler comme on l'a fait aujourd'hui, sans que ce soit préparé, validé, etc. par X personnes chez Orange. Et voilà. Et il faut se rendre compte que chez Orange, quand même, c'est une boîte qui a des dizaines et des dizaines d'années, héritée des PTT, qui s'est tapée dans la gueule toutes les grosses évolutions technologiques et qui est encore là et qui résiste et qui se transforme de révolution en révolution. Et là encore, avec l'IA, c'est en cours avec des plans de reskilling, de compétences sur un nombre de collaborateurs qui est impressionnant. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment rencontré. Je pense aussi à Shafika Chetaoui, qui est la Chief Data Officer, à qui je passe un petit coucou, qui est la Chief Data and AI Officer de AXA et qui mène aussi une transformation avec une énergie qui est complètement folle. Et je vous en donne un dernier pour la route. L'ami Emmanuel Goffi, qui anime une chronique dans notre podcast Trench Tech qui s'appelle La Philotech, qui a un parcours lui aussi exceptionnel, un ovni, et qui est un vrai philosophe qui, lui, quand il te parle d'éthique, il va te ramener à des choses très, très profondes sur des questions éthiques et avec une vision critique qui est extrêmement large. Donc, c'est quelqu'un de passionnant à entendre. Mick,
C'est fini, on arrive à la fin. C'était bien. En tout cas, nous, on a aimé ça, franchement, cette rencontre. On ne reste pas 2 heures de plus. Même pas plus. Il y a encore 10 chroniques. Tu étais donc l'invité de ce podcast spécial des Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Tu te sens un peu super-héros, là, ça y est? Ah bah là, d'un coup, il manque plus que la cape. Hein, mais je ne le ressentais pas jusqu'à maintenant. Ton super costume. C'est un podcast qui est produit par Splunk by Cisco. Donc, c'est la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. D'où le nom, évidemment, les Résilients, Audrey. Effectivement. Alors, merci de nous avoir suivis. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à nous le dire. On va vous mettre en description le lien vers les sondages dont on a parlé et toutes les ressources utiles, bien sûr. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petites étoiles. Ça permet aussi pour tout le monde de nous trouver plus facilement sur les plateformes de podcast, toutes les plateformes de podcast, et puis les endroits où il y a de la vidéo également, puisqu'on a fait cet épisode spécial filmé, c'était un plaisir. On attend donc vos likes, vos commentaires, et si vous voulez être aussi un invité potentiel de ce podcast, ça peut être quelque chose. Alors tu nous as donné des noms, et puis il y a des candidatures spontanées qui peuvent se faire. Vous nous trouvez sur LinkedIn, on est présent, vous nous trouverez facilement. Merci beaucoup, Mick Lévy. Merci à vous deux, Merci. C'était un super moment. Ouais, merci Audrey. Merci, à bientôt.